vais passer tout d'abord la parole à Monsieur Jean-Baptiste Beuret, président de Globas, qui va vous faire les mots de bienvenue. Voilà. Écoutez, au nom du conseil d'administration qui est représenté par la moitié de ses membres ce soir et de la direction de Globas, j'ai le plaisir de vous accueillir toutes et tous très cordialement à cet événement. Je vous remercie de l'attention que vous y portez. Nous n'ignorons pas que ce genre de manifestations sont pléthores, et puis pour nous c'est un signe de confiance, et nous le prenons aussi comme un hommage que vous ayez pris, que vous preniez ce temps ici au mois de novembre à Lausanne en cette fin d'après-midi. Nous avons concocté un programme qui me semble passionnant, dont nous espérons qu'il vous plaira. Nous nous réjouissons aussi des échanges que vous pourrez avoir entre vous tout à l'heure. On ne va pas parler de Globas, on va parler des sujets qui sont prévus. Je résiste toutefois pas à l'envie ou au plaisir de vous signaler que nous avons revu notre corporate identity, que nous avons aussi revu notre politique et nos messages de communication. Nous sommes également en travail sur notre stratégie à moyen et long terme, et nous avons eu ce matin une séance du comité d'audit qui nous a permis de constater que, à travers les chiffres, qui est quand même un indicateur important, que la société est en pleine forme, qu'elle aboutit, qu'elle se dirige vers un résultat 2019 qui sera d'excellente facture, et que le budget 2020 a pu être établi également sans nuage. Alors, sur ces propos optimistes, je vais vous céder la parole à notre directeur général, tout en vous souhaitant un agréable moment parmi nous, en vous souhaitant également un bon chemin jusqu'au terme de l'année, puis en souhaitant aussi à toutes et à tous beaucoup de succès et de prospérité dans vos affaires. Merci beaucoup. Voilà, pour ma part, je vais être assez, je dirais, bref et rapide. Juste donc, ce forum, c'est la 3e édition, c'est quelque chose d'assez nouveau pour Globas, qui fait partie de cette politique de communication. Les forums précédents étaient axés sur des thématiques liées à la gestion des données, aux données, à la protection des données, les aspects légaux. Nous avions aussi entrepris des thématiques sur la business analyse et aussi plutôt des cas concrets ou des retours d'expérience sur certaines méthodologies. Donc on va rester aussi dans ces axes je dirais, de la donnée et de la sécurité pour cette édition, mais on inaugure un nouveau chapitre dans ce qu'on pourrait appeler, on va dire traditionnellement, les RH, mais là on va vous parler plutôt de autre chose, ce qui va bien au-delà des RH, la gestion des compétences, l'intelligence collective. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame Chantal Jans, qui est la cofondatrice de la société MapNMatch et qui va vous présenter le premier sujet, intelligence collective, l'indispensable ingrédient pour la réussite des projets. Je suis sur la fin, donc aucun risque de prendre le miasme. Je n'ai que quelques minutes pour vous introduire un vrai changement de paradigme qui va s'avérer probablement très utile pour vous. Donc je vais être cash et comme voilà, cash et un peu péremptoire, etc. parce que je n'ai pas le temps. Non, en fait, c'est pas vrai. Je suis toujours cash et péremptoire, mais c'est l'avantage de mon âge. Voilà. Ceci étant dit, l'intelligence collective, le changement, le collaboratif, l'accompagnement à ceci, à cela, etc., sont des thèmes devenus, pour moi en tout cas, je vais vous le dire, un peu fatigants. Voilà, ils sont à la mode. Et là, ce que j'aimerais arriver à faire pendant les quelques minutes qui nous sont imparties à nous autres,
c'est de faire comprendre pourquoi c'est fatigant et pourquoi on peut en fait changer de paradigme, regarder l'intelligence collective très différemment et d'une manière extrêmement, encore une fois, utile. Okay. Donc on a deux clés qu'on va aborder pour effectuer ce changement de paradigme. La première clé, elle tient au fait, tout ça c'est mes découvertes, ma recherche, etc. La première clé tient au fait qu'une entreprise, c'est un organisme vivant comme les autres. En fait, une équipe est un organisme vivant comme les autres. Donc déjà, quand on va parler d'intelligence, on va parler d'intelligence de l'entreprise, ou d'une filiale, ou de cette équipe. On ne va pas parler de l'intelligence d'un tel, de Paul, John, Françoise et compagnie. On va parler d'une intelligence collective au sens unique. Moi, je suis PhD, ingénieur, j'ai des brevets, j'ai des machins, j'ai des trucs. J'ai beau avoir fait beaucoup de recherches, je n'ai jamais trouvé mieux que ce qui se fait dans la nature. Voilà, on n'a jamais fait mieux. C'est le plus efficace pour gérer la complexité, le changement permanent, tout change, hein, sauf le fait que tout change, la nécessité d'adaptation, etc., etc. Donc je me suis dit, comment fait-elle? Bon, j'ai pris un détour que je raconterai hors maintenant, parce que je n'ai pas trop le temps, mais ce que j'ai compris, c'est que quel que soit l'organisme vivant auquel nous avons affaire, y compris l'équipe que vous dirigez, vos proches collaborateurs, vous allez avoir besoin de gérer la contrainte, vous allez avoir besoin de construire des normes de production, des normes d'échange, des normes de communication, et pour comprendre si vous devez changer, comme la nature, si vous devez changer ou préserver vos normes, car changer pour changer, ça ne veut rien dire, c'est même parfois destructeur de valeur. Pour préserver vos normes, vous devez avoir une fonction de feedback qui est vraiment l'intelligence de votre équipe ou de votre filiale ou de votre entreprise, et de manière à ce que quand vous pilotez cette entité, vous la pilotez de manière adaptative. Et au milieu, vous avez des fonctions que nous allons voir rapidement, qui sont des fonctions de régulation, qui vont réguler cet équilibre entre changement, préservation, la contrainte, la solution, la nouveauté, l'ancienneté, blablabla. Et comment préserver et faire fructifier cet équilibre. Car c'est là où votre création de valeur se situe, en réalité. Donc moi, ce que j'ai fait, donc là, Quantum Leap, c'est d'adapter cette connaissance du métabolisme et des fonctions adaptatrices d'un organisme vivant à l'entreprise. L'entreprise, elle se développe, elle ne peut que se développer, sinon petit à petit elle meurt, la valeur se détruit, elle ne peut que se développer. Pour ce faire, elle doit produire, et elle doit, encore une fois, en même temps qu'elle innove, soit en ouvrant de nouveaux marchés, soit en créant de nouveaux produits, elle doit produire, elle doit travailler sur ses normes internes. J'insiste là-dessus. C'est la grande mode de changer, d'innover, etc. Mais innover veut dire qu'on va tous être inondés dans 20 ans. Je ne vois pas l'intérêt. Okay. Donc on a cet équilibre à préserver. Eh bien, l'entreprise, c'est pareil. Son développement commercial, son développement marketing, son développement de produits fait face à une capacité de production, à des savoir-faire, à l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Et cet équilibre-là est le seul qui crée de la valeur au sein de votre entité. Le reste, c'est je régule, j'ajuste, et je pilote de manière à être le plus adapté possible à un instant T, en interne, à mes collaborateurs, à leur manière de faire, même si celle-ci doit changer, à mon marché, à mes clients que j'écoute, etc. Okay. Donc, ce que nous allons faire, donc pas de panique, vous aurez
un petit résumé dans quelques minutes. Nous allons revoir rapidement ces 5 fonctions de l'entreprise et vous allez voir pourquoi c'est essentiel quand on crée de la valeur. Première fonction, fonction de développement. J'ai une idée, ou j'invente, ou je découvre quelque chose, je l'explore, j'expérimente, je fais des POC, je fais des enquêtes, etc. Et puis ensuite, je me dis, j'ai peut-être quelque chose là. Donc je vais ouvrir et la voie à l'élaboration d'un nouveau produit. Je vais en comprendre les impacts, je vais mesurer les impacts positifs, négatifs, etc. Et une fois que je comprends que ce que j'ai de nouveau peut devenir une offre de valeur pour mon entreprise ou même pour mon équipe au sein de son marché qu'est l'entreprise en interne, mais je vais extérioriser, je vais convaincre mon marché, convaincre mes propres collaborateurs qu'on tient un truc, il faut qu'on y aille, etc. Ça, c'est le développement. À la production, on doit planifier, préparer, concrétiser l'idée quelque part sur le papier, c'est le bureau d'études en quelque sorte. Puis on exécute, on réalise. Et puis il y a cette fonction de filtration qui est la fonction de qualité, de contrôle qualité. Sauf que contrôle qualité, c'est pas un processus bien compris malheureusement encore. Quand on applique cette fonction-là à ce qui est produit, on va chercher des signaux faibles. On va chercher ce que Nokia n'a pas su trouver, par exemple, ou Kodak. Ils n'ont pas su comprendre ce qui se passait au niveau le plus fin dans la granulométrie des informations qui leur étaient disponibles, quels étaient les signaux faibles qui les amenaient dans le mur. Mais ça aurait pu être l'inverse, hein, des signaux faibles qui les amènent à une étape de surcroissance, etc. Et puis il faut transmettre. De la même manière que dans la fonction verte à gauche, on va aller chercher à convaincre, à extérioriser. De la même manière, en interne, on transmet le savoir, le savoir-faire, la connaissance, pour que chacun, dans tous les recoins de l'entreprise, on ait une capacité à se réinventer ou à produire ou à se préserver accrue. Okay. Ça crée de la valeur. Comme je le disais, ce sont les seules fonctions qui créent de la valeur dans une entreprise ou dans une équipe. Mais cette valeur-là, à chaque instant, il faut en comprendre la portée, il faut en comprendre l'intelligence qui est contenue dans ce travail de création de valeur. Il faut aller chercher les expériences, les enrichir, chercher l'expertise. Il faut manager les intelligences, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est le rôle critique de vos middle managers. Critique. C'est pas un middle manager, c'est pas une sous-classe de manager. Ce sont des gens qui vont manager, coacher des intelligences, encore une fois, ou individuelles ou collectives. Et ensuite, on vérifie, on analyse, on ajuste. Mais qu'est-ce qu'on ajuste ? Qu'est-ce qu'on analyse ? On analyse l'ensemble cette fois. Dans le bleu, on est sur l'ensemble de l'entreprise. Okay, je continue. Ben là, on va avoir une stratégie ou une tactique qui n'est pas un objectif. Hein. Certains, parfois, confondent leur objectif et la stratégie. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, je parle bien de stratégie. Et puis ensuite, on va structurer soit son équipe. Toi, tu fais ça, comme ça, il faudrait faire ci. Donc, l'organiser en amont de l'action. On va mettre en place tous nos processus de gestion, qu'il s'agisse de projets ou d'entités. Donc, ça se fait à toutes les échelles de l'entreprise, au niveau d'une équipe comme au niveau d'une filiale ou de l'entreprise elle-même. Et puis, ensuite, on va arbitrer, c'est-à-dire on va, et en ce moment c'est d'actualité pour nous, puisque le parrain de Mappanmoche, c'est François Gavard, qui est en plein océan Atlantique à l'heure actuelle. On va ajuster selon les vents, les marées, la houle, le grain qui arrive, etc. On va ajuster pour que tout cet ensemble-là travaille
d'une manière la plus lean possible, c'est ça la nature, hein, c'est produire de la beauté, de la vie, mais sans que ça coûte trop, et de manière donc la plus adaptée possible. Et puis on a les fonctions de régulation qui sont comment on connecte, comment on recrute un individu, parce que c'est un copain, parce qu'on le connaît, parce que comme on le connaît bien, ou parce que lors d'une acquisition, bref, de deux entreprises, ben, on garde celui qui parle le plus fort, etc. Donc comment est-ce qu'un individu, on l'invite à perdre son agenda personnel pour travailler dans l'agenda collectif? Ça, c'est, on coordonne les actions, on connecte les acteurs porteurs de responsabilité, et puis il y a la fonction d'idéation, qui est une fonction économique par excellence. J'ai un client, moi, à Salt Lake City, qui est coté en bourse et à qui on lui dit il y a tel manque d'idéation dans votre entreprise, tel manque de connecter les dots, comme on dit en anglais, que vous ne créez pas autant de valeur que vous devriez en créer compte tenu de votre potentiel. Ok? Pourquoi est-ce important là, tout ce que je vous dis? Parce qu'en fait, tout ce dont je parle, en gros, vous le connaissez. C'est important parce que c'est ça la physiologie d'une équipe, ou d'une filiale, ou d'une entreprise. Non seulement ça, mais ce sont ces fonctions-là qui sont collaboratives. Et ça, c'est le changement de paradigme numéro uno que je voudrais vraiment ancrer ici. Ce sont ces fonctions-là qui sont collaboratives. Ce sont elles que vous devez activer si vous voulez que votre équipe fasse preuve d'une intelligence collective. Singulière, hein? C'est une équipe. Donc 1 plus 1 égale 3. Hein? Et ça vaut pour la filiale, ça vaut pour l'entreprise. Ok? Donc, ça nous amène à quoi? Au fait que les talents qu'on va chercher pour créer cette valeur, ce sont ceux qui vont activer ces fonctions qui sont elles-mêmes collaboratives. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. D'accord. On ne va pas chercher la personne, le mouton à 5 pattes, qui a je ne sais pas quoi comme qualité. D'ailleurs, je ne comprends même pas ce qu'on attend de quelqu'un quand on lui dit « il faut que tu sois collaboratif ». Si cette personne est plutôt créative dans son coin et qu'elle va être dans sa bulle, et c'est là où elle va vous créer le plus de valeur, ne lui demandez pas d'être collaboratif. D'accord? Sinon, je suis bien placée pour vous le dire, ça ne le fait pas. Par contre, faites en sorte que la fonction de créativité, la verte, créer, inventer, elle soit activée. Donc on l'active en s'assurant que les gens, les collaborateurs qui sont en charge de cette fonction en ont la liberté. Donc être collaboratif, ce n'est pas une question de morale ou de comportement ou de je ne sais quoi. C'est une fonction, c'est une question d'assurer une des fonctions, des 20 fonctions qui sont collaboratives et qui vont vous amener à créer de la valeur de manière la plus optimale qui soit. Je me fais comprendre? Ok. Donc on va aller chercher les talents qui vont activer les fonctions et là on sait qu'on aura une intelligence collective. Ok? Tout le monde? Ok. Donc, la question c'est quoi ces talents? Ben, ça c'est la deuxième clé, qui est aussi la deuxième découverte que j'ai faite. En fait, c'était la première. Et cette clé-là, elle dit, on est tous porteurs de talents, capables d'actionner une ou plusieurs des 20 fonctions collaboratives, donc de talents qui vont faire qu'on va participer à l'intelligence collective, mais on n'a pas les 20. Et pourtant, tous ces talents se distribuent sur la même grille. Donc il y a pas mal d'années, on a compris ça.
Et on a compris qu'il fallait tester dans l'hémisphère droit de la personne, de l'individu, aller questionner l'hémisphère droit pour comprendre la nature de ses talents. Sinon, c'est ben non, moi je suis manager, ah ben non, moi je suis chef, ah ben non, moi je suis rien, etc. Non. Voilà. Dans l'hémisphère droit, on arrive à, grâce à ce test, à comprendre la nature des talents qui constituent l'offre de richesse de chacun de nous. On est tous différents, comme vous allez le voir, mais on a tous une offre de richesse, quoi qu'il arrive. Okay? Qui que l'on soit. De ces talents, de ce profil qui est issu du test, qui dure 10 minutes, un quart d'heure, franchement, c'est pas la mer à boire, bien, on distingue deux éléments qui sont constitutifs de la personne. Et pour avoir travaillé avec des instituteurs ou avec des enfants, etc., on connaît et on reconnaît déjà, on perçoit déjà ces talents chez les enfants. C'est dire si c'est adénique. Quand on a un talent T5 qui va s'afficher dans l'une des cases, on est porteur d'un leadership spontané, qui n'est pas forcément le manager, machin, ça peut être un leadership dans n'importe quelle de ces cases. Très important. Mais on est aussi porteur d'allergies. Moi, ce que j'appelle carrément une allergie, c'est-à-dire, non, sur cette case-là, il ne faut pas m'y emmener. Moi, personnellement, hein, tout ce que vous verrez en noir à droite, là, vaut mieux pas m'y emmener, sinon là, je détruis de la valeur pour le coup. Okay? C'est adénique, on est ficelé comme ça, il n'y a aucun jugement, il y a juste une complémentarité, ou plutôt une diversité de talents qui fait que on peut effectivement collaborer et créer de la richesse. Donc, là, je ne vais pas les décrire les uns un par un, mais c'est possible de distribuer cette planche. Voilà une courtoisie de Globase qui est l'utilisateur de Map & Match. C'est la même planche sur laquelle vous avez les fonctions physiologiques qui, elles, sont collectives, participent de l'intelligence collective d'une entité, et des talents que l'on repère parfaitement grâce au test hémisphère droit. Alors, avant de continuer, on va voir. Regardez bien les 20 cases et dites-moi si, en tant que manager d'une équipe ou autre, sans nous en donner le détail évidemment, hein, ni même la nature, mais vous avez repéré au moins une case où vous vous dites, cette fonction-là, elle est plutôt faiblarde chez moi. Levez la main ceux qui en ont repéré une. Voilà. Il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire que vous venez juste de recevoir un outil d'autodiagnostic de votre équipe qui vous permet de dire « Ah là là, mais là on est costaud, on est bien, on ne change rien. Mais là vraiment, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi par exemple, je reprends Gabard, hein, le voileux, dans son équipe, il n'y avait pas de coordination. Personne. Cette fonction était vide. Voilà. Et ils avaient des réunions qui leur servaient grosso modo à pas grand-chose, en fait. C'était la leçon. Okay? Donc une fois que vous avez repéré qu'une des fonctions physiologiques de votre entité, quelle qu'en soit la taille, une fois que vous avez repéré que cette fonction physiologique n'est pas vaillante, ça arrive. Encore une fois, il n'y a aucun jugement à porter. Simplement, vous avez le choix. Soit quelqu'un dans votre équipe déjà a un talent qui correspond à cette fonction, donnez-lui plus de responsabilités. Soit il vous faut poser des actes managériaux tels que des réunions bien ciblées, spécifiques. Soit il faut amener quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un en aide ou en recrutement.
C'est aussi bête que cela. Alors évidemment, il faut prendre le test, hein, parce que sinon on n'a pas accès au profil T5. Et en parlant de profil T5, en voilà 4. Je les ai pris au hasard. De toute façon, tout ce que je vous montre, c'est des cas réels. Hein. Donc ne vous prenez pas la tête. Ah oui, Léo, regardez, c'est simplement 4 profils très différents. Il y a du noir chez l'un, tout est vertical chez l'autre. Il y a que du noir, que du vert chez le troisième, en haut à droite, etc. Cette diversité-là, c'est ça qui est créateur de richesse. C'est le deuxième élément, la deuxième clé créatrice de richesse dans vos équipes. Donc ce n'est pas le caractère de la personne, comment elle se comporte, et si elle est ceci, si elle est polie, si elle est je ne sais pas quoi. Voilà, donc il faut sortir là du XXe siècle et rentrer dans le XXIe siècle du talent. Ces talents-là, ce sont des éléments qui sont structurels. C'est pour ça que je te disais, on n'est plus dans du soft là, on est vraiment dans du processus. Ces talents-là, du fait qu'ils proposent un leadership spontané, il faut les utiliser comme tels pour activer vos 20 fonctions autant que faire possible, au mieux possible. Et là, vous aurez des gens, alors d'abord vous allez créer de la richesse, et ensuite vous créez un environnement dans lequel même des millenniums ont envie de rester. Ça, je vous le garantis par contre, je ne raconte pas de bêtises en disant ça. Ils ont envie de rester, parce que vous allez aller les chercher sur du leadership qui n'est pas encore pleinement, voilà, c'est encore naissance, etc. Mais ce leadership-là, ils l'ont depuis qu'ils sont minots. Donc il faut leur donner les responsabilités correspondantes. Et ça, c'est des fonctions correspondantes. OK? Alors, quid d'une équipe? C'est la même grille de lecture. Cette fois, pour l'équipe, on va faire apparaître son intelligence collective simplement en positionnant les T5, donc les leaderships spontanés, hein, les ADNiques, les T5 sur la même grille. Donc là, je vais vous montrer un codir, un vrai codir, 4 personnes. C'est un vrai codir, hein, okay, 4 personnes, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit que c'est normal, comme ils sont dans le codir, c'est normal en général d'avoir des managers. C'est normal d'avoir du noir, du vert, etc. Mais ce qu'on voit surtout, c'est ceci. C'est une équipe dirigeante, pas d'une grande filiale non plus, hein, mais il n'empêche, c'est une équipe dirigeante. Dans la case arbitrage, dans la case idéation et dans la case contrôle de qualité de l'ensemble, donc vérifier, analyser, ajuster, il n'y a personne. C'est-à-dire que spontanément, dans leurs réunions, dans leurs décisions, dans leur manière de réfléchir, etc., ces gens-là, que je connais très très bien, ils ne vont pas là. C'est-à-dire ils vont éviter d'avoir à décider. C'est pas dire que le contenu de la décision, ils ne savent pas quoi y mettre, c'est juste que le processus, on arbitre, mais ça traîne. C'est une boîte qui a à peu près 1 an et demi de retard sur son développement. Okay? De la même manière, c'est assez courant de ne pas avoir la fonction bleue en bas, là, vérifier, analyser, comprendre ce qu'on fait, etc. C'est l'avaliseur hein, qui va faire ça. Si vous regardez sur vos petits papiers, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autosatisfaction. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ce codir, très autosatisfait. Bon, mais 1 an et demi de retard, les gars, oui, mais, etc. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est que quand la fonction physiologique, qui est une des fonctions collaboratives qui crée l'intelligence de l'entité, si elle n'est pas activée, il y a destruction de valeur. Soit vous avez un turnover, soit vous avez du retard, soit vous n'avez pas compris des éléments de résonance avec un segment de marché, soit etc., etc. Quoi qu'il arrive, même si vous avez un peu de croissance,
derrière, il y a eu destruction de valeur. C'est inévitable. C'était tout mon travail de 20 ans à analyser ça, je vous le garantis. Okay? Donc, vous avez le petit papier magique, là. Donc, faites-le plastifier, faites-en ce que vous voulez, mais ne le jetez pas, ou mettez-le au-dessus de votre bureau, etc. Et quand vous sentez qu'il y a du flottement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas perceptible, quand au niveau d'une filiale ou de l'entreprise elle-même, il y a un turnover qui, petit à petit, signale faible. Petit à petit, augmente, etc. Ok, vous sortez le petit papier où vous dites, c'est quoi mes fonctions physiologiques? Sont-elles toutes activées? Comment? Pourquoi? Par qui? Qui en est responsable? Etc. Capito? Ben voilà, action. Donc moi je vous invite à d'abord échanger avec Globase qui a depuis 2 ans et demi qui s'est lancé dans ce changement de paradigme. Je vous invite à découvrir votre propre profil T5, de voir quelle est votre offre de valeur. Parfois on s'aperçoit qu'on n'est absolument pas fait pour manager dans le rouge, pour manager une entité. Et ça soulage, parce qu'on se dit, mais alors, je ne suis pas en échec. L'échec, c'est de m'avoir associé, et moi, it takes two, de mettre à un poste pour lequel je ne suis pas fait. Et il n'y a pas de jugement. Parce que comme on a tous une offre de valeur, on a certainement et forcément une utilité dans l'entreprise. Donc, utilité, mobilité. Ça rime. Okay? Et découvrez l'intelligence de votre codir vite, vite, vite. Parce que c'est un des leviers d'accélération de la croissance d'une entreprise. C'est quand le codir, qui est le reflet, on en avait parlé une fois, il me semble, qui est le reflet de la manière dont une entreprise ou une filiale ou une petite unité se comporte, c'est dans le codir. Il y a une relation de miroir directe. Donc je vous invite aussi à découvrir l'intelligence collective de votre codir. Voilà, vous avez un petit papier magique, des explications très rapides, et j'espère que la curiosité fera que vous contacterez Fazila, ou vous parlerez évidemment avec les gens de Globase sur cette manière de gérer la création de richesse et les talents. Merci. Des questions? Allez-y. 23 minutes. Une question. Oui. Combien de fonctions minimum faut-il pour qu'on puisse dire qu'une équipe fonctionne bien? Est-ce qu'il faudrait les 20 ou il y a quand même un minimum? Alors, il n'y a pas de minimum. Il faudrait les 20, mais on ne peut pas toujours. Donc, la manière de procéder dans ces cas-là, c'est des actes managériaux, comme des réunions courtes, d'accord, courtes, qui se terminent par une to-do list et qui portent sur la fonction en particulier. Par exemple, une des fonctions voilà, la plus critique qui manque, c'est la bleue, là. Ben, faisons des réunions, ça peut être sur la plage quand il fait beau, une réunion d'1 heure où on se dit qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Une réunion qui porte sur la fonction elle-même. Et ça, c'est toujours possible. Vu le temps qu'on perd en réunion, on peut imaginer de saucissonner ce temps par fonction adressée, sachant qu'au plus vous réveillez et activez ces fonctions, au plus l'intelligence globale sera activée elle-même. Comment est remplie la fonction chercher et échanger l'expérience? Chercher, échanger l'expérience. C'est accepter les conseils internes en particulier. Dans certains groupes, on a maintenant des cabinets de conseil internes et qui vont
partager des expériences qu'ils auront recueillies, etc. Parce que l'expérience, moi je suis une vieille schnock, hein, mais l'expérience elle est utile même à des jeunes millenniums. Donc il faut arriver et d'ailleurs leur propre expérience est une source d'information, donc il faut arriver à développer ce respect et cette recherche de l'expérience du conseil. Ça veut dire que quelqu'un dans l'équipe doit avoir ce rôle? Non, ça peut être un acte managérial, ça peut être une fois tous les mois. L'imagination peut prendre le pouvoir avec cette histoire, hein, et il faut. Mais ça peut être une fois par mois, on invite quelqu'un sur un sujet donné et qui va parler, non pas nous faire la leçon, mais nous parler d'expérience. C'est suffisant. Autre question ? Wow, je vous ai assommé ou quoi? C'est encore l'heure de la sieste? Les 3 cases vides que vous avez marquées de rouge là, comme critique, c'est un exemple au hasard, mais il est qualifié, c'est-à-dire on peut en prendre d'autres. Vous voyez, je veux dire. C'est pas un exemple au hasard, et en plus, alors c'est un exemple vrai, hein, ça c'est clair, mais le fait que 2 cases en particulier, la case arbitrage et la case contrôle, soient manquantes, c'est très courant. C'est dû à l'historique des entreprises qu'on a côtoyées en l'occurrence. Par exemple, une start-up ou une petite PME qui se lance dans une phase de surcroissance, etc., elle ne va pas commencer à regarder si elle fait bien ou mal. C'est un peu dommage. Voilà. Mais avec le nombre de cas que vous avez étudiés, est-ce qu'il y a des schémas ou des mancos qui sont plus critiques que d'autres? Est-ce qu'il y a des espèces de... Ah bah pour une équipe, oui. Criticité, si je peux dire. Oui, oui, pour une équipe dirigeante, ne pas avoir au moins les 2 cases rouge et bleu, c'est critique. Encore une fois, c'est destructeur de valeur. C'est un manque à gagner. Ça induit un manque à gagner. Parce qu'il y a une lenteur, ou il y a quelque chose qui se dégrade dans leur démarche. Après, si vous prenez une équipe de commerciaux et de chasseurs, ben, vaut mieux qu'ils aient la case extériorisée, convaincre, donc du talent de challenger, sur des marchés un peu touchy ou un peu difficiles. Il faut que vos commerciaux chasseurs, au moins, aient ça. Si c'est absent d'une manière générale, en quelque sorte, ou statistique, ben, on sait que votre processus commercial côté chasse est déficient. Donc, encore une fois, que par rapport à votre potentiel, votre vraie offre, ben, il y a destruction de valeur. Oui. On est d'accord qu'en fonction de la typologie de l'équipe ou du groupe, il y aura des cases plus importantes que d'autres à remplir. Non, pas. Alors, en termes de métier ou d'activité, oui, mais en termes d'intelligence collective de l'équipe, c'est-à-dire comment, quelles que soient les fonctions qui sont le plus utilisées, si on veut que sur le long terme, elles soient utilisées avec en optimisant la création de valeur, il faut que l'intelligence collective soit, elle, développée. Donc vous pouvez n'avoir que des commerciaux, mais au niveau de l'équipe commerciale, de l'équipe dirigeante de cette équipe commerciale, il faut aller chercher l'intelligence collective. Ça s'articule comme ça. Oui? C'est bon? J'ai une question. Oui. Vous vous situez où par rapport au changement émergent? C'est quoi le changement émergent? C'est un peu ce que vous venez de m'expliquer là. Intelligence collective, changement émergent. Vous vous situez où? Je ne comprends pas la question. On peut en parler après. D'accord. D'accord. Moi, peut-être que je vais vous donner un élément de réponse si je pense avoir compris la question.
travailler de manière collaborative. L'humanité le fait depuis la nuit des temps. Sinon, on ne serait pas là, nous. Elle le fait depuis la nuit des temps. C'est la révolution industrielle qui a détruit cette modalité de travail en saucissonnant les tâches, en saucissonnant les équipes, en saucissonnant, etc., et en instaurant une culture de la hiérarchie sociale et non pas de processus, car il y a une hiérarchie de processus dans toute entreprise, a fortiori dans un groupe. Okay. Moi, je n'ai fait dans mon travail de recherche, puis ensuite applicatif avec Map and Match, entre autres, que de nous permettre à nous tous de recouvrer une manière tout à fait naturelle de travailler ensemble. J'ai juste un peu cartographié le bon sens qui va derrière. Ça répond là ? À peu près. Moi, je finirai sur une dernière question. Quel est le maximum de fonctions pour recouvrir le personnel ? Nous, on voit que ça, c'est entre 3 et 4, c'est gaussien. Mais on a... j'ai vu une personne chez qui aucun dessin n'émergeait, et 5, c'est max. Mais sinon, vous pétez un plomb, quoi. Parce que vous êtes... vraiment, hein, ça veut dire que vous êtes... oui, pas sûr. Merci. Ok. Ben, merci. Encore. Merci beaucoup Chantal, très intéressant. La démarche chez Globase était assez disruptive, mais c'est vrai qu'on l'a conduit d'abord au niveau du CODIR. Le conseil s'est prêté aussi au jeu, puisque le conseil est passé après, et puis in fine, on l'a sur toute l'entreprise maintenant. Voilà pour le second sujet, donc on va revenir sur les sujets liés à la sécurité. On avait introduit aussi un certain thème dans les institutions passées, et puis on va traiter ici un thème sur la sécurité et conception logicielle. Le thème c'est « Je t'aime, moi non plus », puisqu'on a deux typologies, on va dire, de métiers et de comportements qui sont assez antagonistes. Et puis pour ça, j'appelle monsieur Laurent Burry, qui est notre Information Security Officer chez Globase. Merci. Bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai encore pas vus. Alors, c'est vrai que le titre est peut-être un petit peu provocateur. J'imagine que dans cette salle, il y a sans doute des gens qui ont déjà été confrontés à ce problème-là, de dualité entre certains éléments. On va commencer par un petit sondage. Qui c'est qui se reconnaît un petit peu dans ce titre-là, qui peut s'accrocher à une expérience qu'il a déjà vécue? Pourquoi tu mutes? Ok. Donc pour les autres qui n'ont pas été confrontés encore à cette problématique-là, ça va peut-être vous donner des pistes et un petit peu vous permettre d'éviter certains problèmes. Ce qui est intéressant avec la présentation qu'on a vue juste avant, c'est que je ne vais pas faire un grand cours de théorie de sécurité informatique, c'est pas le but. On va vous montrer un petit peu comment chez Globase, on va, avec des outils comme on a vu juste avant, peut-être essayer de diluer certaines choses, le concept de sécurité, dans le développement logiciel. Alors peut-être pour commencer, je vais me présenter, parce qu'il y a plein de gens que je ne connais pas. Donc j'ai effectivement le rôle d'Information Security Officer, ça veut dire grosso modo chargé de la sécurité de l'information. J'ai une carrière professionnelle un peu variée, j'ai fait plein de choses très différentes, et puis finalement ce qui est sympa quand on fait de la sécurité, c'est que la sécurité elle est très transverse. Donc avoir un petit peu des connaissances dans plein de choses très différentes, ça peut être utile. J'ai fait de la base de données, j'ai été administrateur DBA, j'ai fait de la voix sur IP, j'ai fait beaucoup de réseaux, j'ai fait de la sécurité, j'ai même fait de la gestion d'email, j'ai fait de la gestion de serveurs Windows, et puis j'ai même travaillé encore dernièrement dans des termes très récents qui sont l'IoT ou les équipements intelligents connectés comme un frigo ou d'autres éléments de production. Finalement, pourquoi on devrait parler de sécurité et puis pourquoi ils ne s'aiment pas? Bon, on a un petit peu parlé. Et puis surtout, est-ce que finalement ce couple-là est le seul couple infernal qu'on peut avoir dans un développement de logiciel? On part du concept de développement, et puis tout autour va se gravir un certain nombre de choses qu'on peut voir soit comme contraintes, soit comme éléments naturels.
Sur ce graphique-là, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont sauter aux yeux, qui vont être assez simples. On parle conception logicielle, besoin métier, c'est assez naturel. Il y a une certaine affinité derrière ça. Conception logicielle, charge financière, là des fois ça coince un peu des dents. Charge financière, sécurité, ça coince aussi. Et ce que je veux montrer par là, c'est que finalement, aujourd'hui, la sécurité, comme tous les autres éléments du cercle qui sont présents là, on doit la traiter de la même façon. Contrainte ou affinité. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à maintenant? Fonctionnement traditionnel, on va dire fonctionnement en cascade. Alors on avait ce système-là, c'est-à-dire qu'on développait un logiciel en partant d'une phase d'initialisation, il y avait toutes ces phases qui se suivaient, et finalement la sécurité, vous l'avez vu, je l'ai mis tout en bas, c'est pas fait exprès, mais si. La sécurité, c'est quelque chose qu'on mettait à la fin, quand tout avait déjà été fait, avec un certain nombre de conséquences qui sont liées à ça. Effectivement, les responsabilités sont déléguées, donc on se passe chaque fois un petit peu le témoin, mais on ne travaille pas forcément toujours ensemble. Et puis ce qui va se passer dans ce système-là, c'est que l'idée ne peut pas évoluer durant son cycle de développement. On parlait avant de systèmes naturels, hein, on se base sur des choses qui existent déjà. Et ben, un système qui n'évolue pas, c'est un petit peu comme on l'a vu avant, une entreprise qui n'évolue pas, c'est dangereux. Ce projet ou une idée, elle doit aussi évoluer. Elle va forcément évoluer sur des projets qui sont de très longue durée, c'est inévitable. On va s'éloigner peut-être des besoins initiaux, parce que les besoins initiaux, c'est peut-être pas ceux qu'on avait vraiment besoin, ils vont peut-être s'adapter au fil du temps. Et puis, alors, je sais que ça va vous parler, quand on fait de la sécurité en fin de développement, eh ben, ça coûte très cher. Et puis en plus, on risque d'avoir un niveau de sécurité qui est périphérique ou qui est partiel. Et puis, alors c'est pas encore présent là, mais dans les conséquences directes de ça, chez nos amis européens, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Fin d'année dernière, British Airways, c'est 256 millions d'amendes pour une fuite de logiciels, une fuite de données chez eux, qui n'était même pas forcément de leur faute, c'est un sous-traitant qui est ce problème-là. Donc traiter la sécurité en périphérie ou la traiter à la fin un petit peu comme une contrainte de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Hein. On est toujours à la fin de la journée ce qu'on n'a pas envie de faire. Là, c'est un peu le problème qu'on a avec la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme méthode un tout petit peu plus intéressante pour elle? On parle de fonctionnement DevOps. Alors, je refais un petit sondage. Est-ce que ce mot vous parle? Sinon, je fais un petit tour. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ça ne parle pas du tout? Ok, alors je ne vais pas revenir dessus, visiblement vous étiez déjà tous là au forum précédent. Donc, quand on fonctionne en mode DevOps, ce qui est vraiment important, ce qui est la clé du DevOps, c'est l'empathie et la communication entre les différentes parties qui sont dans le projet. C'est pour ça qu'on n'est plus sur un schéma qu'on a vu avant, qu'on appelle en cascade. On est sur quelque chose qui est plus d'imbrication de certains services. On va diluer, initier la sécurité à tous les niveaux du projet, dès son départ jusqu'à la fin. On va le voir un petit peu après comment on fait chez nous. Et puis, ce qui est l'avantage, c'est qu'on va commencer à comprendre finalement l'autre, les besoins, les contraintes qu'il a. Le principe du DevOps. L'idée peut évoluer, elle va évoluer. Finalement, les concepts de sécurité aussi, concepts ou exigences. Et puis, on va avancer comme ça pendant tout le cycle. Bien sûr, quand on parle de sécurité, il y a ce mot qui fait peur, on fait un cadre. Alors quand on fait un cadre, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on prend tout ce qui est à gauche, on dit ça c'est le cadre, on ne bouge plus, et on crée une zone bien définie. Et puis de l'autre côté, on a ces petites parties-là qui sont intéressantes, on l'a vu avant, hein, initiative, conception, besoin métier, agilité. Comme on l'a vu tout au début, on peut voir la sécurité comme une contrainte. Ou plus que ça, moi c'est finalement une de mes missions principales chez Globase, c'est de créer un certain vivre ensemble autour de ça. Prendre ces contraintes, prendre les intérêts qu'on trouve en violet, et essayer de trouver le juste milieu pour que cette balance de motivation ne soit toujours là. Pas qu'on la bascule complètement d'un côté ou de l'autre, mais vraiment travailler de concert. Vous avez deux termes qui sont très à la mode sur ce dessin, j'ai fait un peu exprès, c'est Security by Design, Privacy by Default. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très à la mode, vous en avez sûrement déjà entendu parler, il y a plein de définitions qui existent. Ce qui est un petit peu dommage avec le Security by Design, Privacy by Default, c'est qu'on prend en fait un cadre de sécurité qui peut peut-être être un peu fermé. On va peut-être oublier finalement qu'au-delà de la sécurité, au-delà des normes qui existent, la sécurité, c'est pas qu'un cadre légal. Oui, la loi sur la protection des données définit un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme sensibles, mais on le verra en plus dans la présentation d'après, les données ont une certaine valeur. Du coup, il y a aussi des besoins de sécurité qui ne sont pas liés à des données légales, mais qui sont liés à des besoins d'entreprise. Ça, c'est une donnée qui est importante pour moi, je dois la protéger. Moi, je préfère parler de ça. Le Value Sensitive Design. En fait, c'est une approche
qui intègre les valeurs de l'humain dans tout le processus. Quand on dit valeurs de l'humain, il y en a plein. Quand on fait un projet, on peut prendre des valeurs culturelles, éthiques, tout ce qui vient un peu à l'esprit, écologique. Pourquoi pas? Et puis on peut prendre des valeurs de sécurité. Alors, il y en a une liste, exhaustive, si on veut bien, de 7 points qui sont vraiment orientés valeurs de sécurité. On va retrouver des choses que vous retrouvez dans Security by Design, Privacy by Default. Mais ce qui est important là, c'est plutôt de travailler sur cette idée de valeur. Et puis ces valeurs doivent être partagées et comprises par tout le monde. Il y en a une qui est très intéressante là-dedans, c'est la 4e, qui est assurer une fonctionnalité complète selon un paradigme à somme positive et non à somme non nulle. À somme nulle, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un petit peu le 1 plus 1 égale 3, c'est de pouvoir garantir le niveau de sécurité suffisant pour que le niveau de fonctionnalité de l'application soit cohérent avec les besoins métiers. On ne va pas tous les repasser. Ensuite, un petit peu de méthodologie. Comment on fait ça chez Globase? Alors, on a une idée qu'on partage avec Cyril, c'est le concept du sablier. Un sablier, c'est quoi? C'est d'un côté, on a l'innovation, de l'autre côté, on a une contrainte, sécurité de l'information. Quand on veut créer un cadre, moi ce que j'aime bien, c'est aussi parler d'un cadre de jeu. C'est pas forcément un cadre de sécurité. L'innovation, elle crée dans une zone de confort, une zone de jeu. Alors, il y a cette première phase d'innovation. On se cherche, phase d'étonnement, début d'une idée. Et là, la contrainte, c'est la même chose, quand on parle de charge financière, pour juste changer les termes, eh ben, elle va écouter ce qui se passe. Elle va un petit peu essayer de voir, on dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant. Il faut que je suive ce qui va se passer. Derrière ça, il va y avoir un peu d'innovation, toujours, on va passer à une autre étape, on va faire du prototypage, on va vérifier que le besoin correspond réellement à ce qu'on avait envie de faire, est-ce que ça a de la valeur pour le client ou l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, au niveau de la sécurité, moi ce que je vais commencer à regarder, c'est ok, il y a un intérêt, mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choix technologiques à faire? Est-ce qu'il y a des idées à se poser? Des questions à se poser? Ou est-ce qu'il y a du travail de recherche sur des technologies, sur comment font les autres? Et on avance comme ça. Vous remarquez que là, c'est un petit peu un jeu de séduction. Alors, on est dans le je t'aime, moi non plus, on est quasi sur un tango. Là, on est en train de se chercher un petit peu, on marche l'un vers l'autre, et puis on cherche un point de rencontre. Ce point de rencontre ne vient pas très loin. C'est-à-dire, ok, c'est bon, on a validé le concept, on a les bases, le dossier d'architecture, il est plus ou moins finalisé, c'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, on sait ce qu'on a besoin, on sait pourquoi on veut le faire, et on sait à peu près comment on va réaliser ça. Mais en même temps, au niveau de la sécurité, on va se dire, c'est bon, je vais commencer à intégrer le processus de développement. On parle d'activité de méthode agile, par itération, pardon. Mais par contre, le cadre, il n'est pas complètement défini. Le cadre de sécurité. Il doit évoluer, il viendra au fil de l'eau avec ces méthodes DevOps, en intégrant une personne de la sécurité dans chaque équipe de réalisation pour qu'elle suive ce qui va changer. On verra après, on fait un petit retour d'expérience, mais je vous fais un petit peu d'avance. C'est pas sur un système ou sur une solution, on décide à un moment donné de se dire on a peut-être fait une erreur, on n'a pas pris le bon chemin, parce qu'on n'a peut-être pas pris la bonne solution ou le bon produit. C'est pas grave, on peut changer. C'est le but du mode agile. Et bien la sécurité de l'information va s'adapter. Ok, on change de plateforme, on change d'outil. Peut-être qu'il faut qu'on vérifie un petit peu ce qu'on a en termes d'analyse de risque et puis peut-être l'adapter. Et ça crée ce point de rencontre où on avait la motivation au milieu et surtout une part très très importante, la confiance. Si la confiance est réciproque, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont compris les valeurs sont distillées dans les équipes. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire on fait du DevSecOps. DevSecOps, moi mon objectif, c'est quand j'aurai réussi vraiment mon travail, on ne mettra plus DevSecOps, ça n'aura plus de sens, on mettra DevOps. Parce que le sec, il sera dilué dans tout le monde. Autant que ce soit un développeur ou un business analyst. Un business analyst qui va venir vous voir, qui va vous demander vos besoins métiers, il aura une petite lucarne qui reste allumée de temps en temps et qui va dire « Ah, je me souviens d'avoir vu ça dans l'analyse de risque. Je me pose la question si c'est une bonne idée de faire ça comme ça, parce que on peut présenter un risque de données, on n'a peut-être pas le droit de le faire, ou alors peut-être à l'inverse, le besoin métier, on va dire « Ah, il faut aussi qu'on le sécurise parce que cette donnée elle est très importante pour le client. » Donc si moi, je réussis bien mon travail. Alors, je ne me fais pas beaucoup d'amis quand je raconte ça, parce que tous mes collègues qui font de la sécurité dans le DevSecOps, ils disent « Oui, mais attention, on va faire quoi après ?» Il y a plein d'autres choses à faire et ça risque de durer encore un petit moment. Mais le DevOps, qui est une méthodologie ou un changement de culture d'entreprise, le sec au milieu, il doit être temporaire.
Et un petit peu vous parler de ce qu'on a fait. Je parle de sensibilisation parce que ce qu'on a fait maintenant, et en partie d'implication. Ce travail-là, moi je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de votre retour. Pourquoi? Parce qu'au début, on a un contexte. Projet de renouvellement d'application, c'est un cas réel. On démarre le concept de sécurité après le démarrage du projet lui-même. Alors je vous dirais que d'expérience personnelle, quand on est arrivé à ce stade-là, moi je n'étais pas convaincu que le système fonctionnerait. Moi j'avais dans l'idée qu'on allait faire l'analyse de risque bien avant, on allait définir les exigences, on allait sortir le cadre, et que le cadre était rigide et figé. J'ai dû sortir un petit peu de ma zone de confort et accepter de se dire, bon finalement essayons de voir si ça colle avec un projet de développement. Effectivement, ce qui est ressorti tout de suite après ça, c'est que le concept de sécurité, il est bien plus large qu'uniquement les bases légales. J'en ai parlé avant. On va parler de confidentialité, d'intégrité, de traçabilité ou de disponibilité de données. Mais quand on parle de disponibilité de données en sécurité, on parle aussi de sauvegarde. Quand on parle de traçabilité, ça peut être aussi aux archives papier. Quand on parle d'intégrité, ça peut être une donnée vraie, métier. Elle peut être vraie, elle peut être intègre d'un point de vue informatique, mais elle est peut-être fausse d'un point de vue métier. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le concept de sécurité, et on le fait en appliquant les différentes parties prenantes dans la réflexion. Ce qu'on a fait là, c'est un travail qu'on a fait sur plusieurs ateliers avec plusieurs clients. On a posé des briques de sécurité, puis ensuite on a beaucoup discuté, dilué autour, essayé de comprendre vraiment, essayer vraiment d'éviter d'oublier quelque chose. Encore une fois, les bases légales, elles existent, elles sont définies, c'est facile de les trouver. Encore une fois, besoin métier, qu'est-ce qui est important pour le client? Pourquoi il veut protéger cette donnée-là? Et puis finalement, essayer aussi d'adapter son concept de sécurité, ses mesures, ses analyses de risque, à son contexte métier. Ensuite, je vais y aller comme ça. Quand on a créé le concept de sécurité, petit problème de... Non, je vais rester sur celui-là. Comme ça. Ce qui est aussi très important derrière, c'est la valorisation de la sécurité. On l'a vu tout avant, quand on était sur l'ancienne méthode de fonctionnement, où on était en cascade, on mettait la sécurité à la fin, comme on l'a dit. La sécurité, c'est pas le truc qu'on aime faire. Il faut la valoriser. C'est-à-dire que si on fait ce travail-là avec vous, vous allez comprendre qu'elle a une importance et puis qu'elle a un impact direct sur votre capital. Je ne vais pas vous prédicter, mais mon successeur vous en parlera mieux que moi. Et puis on intègre en fait la sécurité comme une exigence fonctionnelle ou une exigence non fonctionnelle de l'applicatif. Elle fait partie du système. Elle pourrait presque devenir un besoin métier. Presque. Ça en est une. Les mesures de sécurité peuvent être techniques. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et il y a des mesures techniques, des mesures de sécurité qui ne peuvent pas être techniques, qui sont organisationnelles. Ça, c'est un travail sur lequel nous, on peut accompagner aussi. Et dire, oui, mais ça, techniquement, ça va être difficile ou ça va être très cher à faire. Par contre, d'un point de vue organisationnel, en changeant certains modes de fonctionnement de notre entreprise, vous garantissez le même niveau de sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait ces mesures, on a fait ces exigences, on a un cahier qui existe, qui avance et qui tourne dans le cycle d'agilité de développement de logiciels. Et puis on parle plus à ce moment-là de suivi de mesures que d'audit. Parce que l'audit, le problème qu'il y a derrière, c'est que c'est sanctionné par quelque chose. On l'a réussi, on ne l'a pas réussi. Quand on parle de suivi de mesures, nous on le fait avec des entreprises externes sur certains projets, l'idée c'est d'avancer ensemble. C'est-à-dire on a ces objectifs, on a ces exigences de sécurité, on aimerait les couvrir. Comment on va les couvrir? On sait qu'on avance par plusieurs petits pas. Et à force de faire ces petits pas, on va répondre à l'entier de la demande de protection. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on définit un gestionnaire de risque. Parce que, simplement, il y a des compétences professionnelles qui sont peut-être pas forcément simples pour moi. Parce que moi, je travaille en général dans ces équipes-là. Donc on va donner une responsabilité à un gestionnaire de risque. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui va répondre au problème, mais c'est celui qui sera mieux ou le plus à même de répondre, et puis surtout qui pourra être responsable du suivi de l'application des mesures. On fait de la revue de code, on parlait de qualité avant, là aussi. La revue de code, c'est la qualité du code, mais c'est aussi la qualité de la protection d'une application. On fait des tests d'intrusion, ça fait tout ça partie du système de qualité. Et puis, comme on est en mode de livraison agile avec des versions qui sont livrées à intervalles réguliers, on peut mettre des tests de sécurité dans la chaîne de livraison. Ceci pour éviter aussi d'avoir des problèmes, de choses qu'on pensait avoir corrigées qui reviennent. Comme on l'a dit, l'idée qui est derrière ça, c'est vraiment que le projet il puisse évoluer, l'idée puisse grandir, et puis peut-être dériver, et pas forcément le cap qu'on avait choisi au début, en faisant ces tests de sécurité dans la chaîne de livraison.
on garantit qu'on a toujours un niveau de sécurité qui suit. Et finalement, on a ce fameux point de rencontre, on a fini le tango, et ce point de rencontre, ben, il finit, il est future-proof, on l'a parlé, hein, on est vraiment dans cette idée de pouvoir évoluer avec le temps, et puis finalement, on peut encore se poser la question du cloud. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec le cloud? Eh bien, c'est pas différent. D'un point de vue sécurité, c'est pas tellement différent. Si vous appliquez ce processus-là à un projet qui est sur votre site ou qui est dans le cloud, le problème reste le même et les réponses sont sensiblement les mêmes. Ce qui va changer, c'est la technique qui est derrière. Il y a peut-être des applications qui aujourd'hui sont sur votre site, vous pensez mettre dans le cloud, on fait ce travail d'analyse de sécurité, on va peut-être se rendre compte que l'application n'est pas prête pour aller dans le cloud. Peut-être qu'il faut en faire une nouvelle, ou alors peut-être qu'il faut seulement adapter certaines choses et puis l'application part directement dans le cloud. Je vous laisserai poser des questions après. Si vous voulez, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Alors, finalement, en sécurité, conception logicielle, je t'aime moi non plus, ben, il y a un cadre. Pourquoi? Parce qu'il rassure. Et puis, normal. Quand on a finalement dilué toute cette sécurité et puis que les intérêts de chacun sont pris en compte, cela crée un esprit de vivre ensemble qui est favorable. Et par contre, on peut garantir l'initiative. Parce que les gens qui vont derrière, les ingénieurs qui auront des idées, eh ben, ils savent que derrière, le cadre de jeu il est adaptatif et puis qu'ils ne vont pas être brimés dans leur travail. On va vraiment essayer de chercher à les accompagner pour aller jusqu'au bout. Valeurs, important. Une fois que les valeurs sont partagées, on a une notion de confiance, parce qu'on n'est plus toujours obligé de courir derrière et puis de dire attention, faites penser à la sécurité. Vous savez, je suis tout en bas, bleu, c'est pas terrible. Eh bien, cette notion de confiance, elle existe et moi, je le vois tous les jours dans le travail que je fais. J'ai des développeurs, j'ai des business analysts qui viennent me voir en me disant écoute, on a pensé à quelque chose, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut vraiment le faire comme ça? Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on correspond au cahier des charges des exigences de sécurité pour cette application-là? Donc, on a vraiment cette notion d'échange et d'empathie dont on parlait avant. En conclusion, je t'aime moi non plus. C'est vrai. On ne pourra pas le changer, ça reste un couple un petit peu délicat. Il y aura sûrement beaucoup de vaisselle cassée. Par contre, en faisant ce petit travail qu'on a vu là, en essayant de prendre les intérêts de chacun, eh bien, qu'est-ce qu'on crée? On crée des passerelles, on crée des valeurs communes. Et puis là, ces valeurs, elles vont créer une certaine harmonie. Donc à partir de là, en principe, ça marche plutôt bien, même s'il peut y avoir certaines fois des tensions. Je vous laisse. Est-ce que les gens ont des questions? Est-ce que je vous ai fait peur? Ou alors c'est moi qui vais en poser une. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, les gens qui ont levé la main tout au début de la présentation, qui ont été confrontés à ce problème-là? Est-ce qu'avec un schéma comme celui-là, vous pensez que ça aurait pu changer, ça aurait pu être différent? Alors qui pense oui? Qui pense que non? C'est bien. Il n'y a personne qui lève la main. Alors, si vous n'avez pas de questions maintenant, je reste à disposition après. On peut échanger sur plein de choses. Je suis disponible. N'hésitez pas. Pour le dernier sujet de ce forum, alors sujet lié à la donnée. Donc la notion de la donnée, on l'a traité maintenant depuis, je dirais, déjà 2 forums. Un thème extrêmement vaste. On l'a traité par le passé dans sa gestion, dans sa valorisation, dans son utilisation. Et aujourd'hui, on va vous parler, M. Cédric Pompayi d'Argusa va vous parler, je dirais, tout en amont de cette donnée, dans sa gouvernance, dans les bonnes pratiques et sa mise en œuvre de la gouvernance. Donc je lui cède la parole. Merci beaucoup. Alors déjà, je suis très ravi d'être ici avec vous. Je remercie aussi Globaz de m'avoir donné l'opportunité de venir vous présenter, de vous parler de la donnée en général. Par rapport aux 2 présentations précédentes, il y a un mot qui est revenu régulièrement, c'est valeur.
Et vous allez voir que dans ma présentation également, ça va être un terme qui va être assez récurrent dans l'approche qu'on va avoir. Tout d'abord, je vais le présenter. Je vais présenter l'équipe. Donc Argusa, c'est une équipe de passionnés en fait, des données. Ça fait 20 ans que moi je fais du conseil autour de la donnée. Tout le monde m'entend bien. Ça fait 20 ans que je fais du conseil. Et on a créé Argusa il y a l'année dernière. Donc il y a 3 docteurs en physique qui m'accompagnent. On a une moyenne d'âge qui est, si je me sors, on est dans la trentaine d'années. Sinon, je casse la moyenne d'âge, malheureusement. Et on avait là aussi la notion de diversité. Je l'ai entendu, en fait, lorsque Chantal Jans, si j'écorche pas son nom, en fait, on a parlé. On a une belle diversité avec plus de 5 nationalités dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On fait de l'efficience augmentée. Alors, ça peut ressembler à un buzzword ou un sorte de bullshit, mais non, c'est pas le cas. Vous allez voir que en fait, on est parti d'un constat, c'est que les sociétés ne peuvent pas en fait augmenter de manière illimitée les ressources qu'ils ont à disposition, et ressources matérielles ou humaines, hein, bien évidemment. Et du coup, l'option, c'est de finalement proposer des outils qui vont permettre aux personnes et aux équipes d'être encore plus efficaces et de pouvoir livrer plus avec le même temps à disposition. Et donc, du coup, on propose différents outils qui sont la data visualisation, une base de données hyper performance pour justement qui n'a pas besoin de DBA, donc ça devient assez intéressant, justement pour faire du self-service BI, du data robot, donc ça c'est un outil pour tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, donc au lieu de partir dans des modélisations de modèles assez importants et assez compliqués avec des temps de livraison qui sont longs, c'est que vous injectez les données à l'intérieur et au bout de, j'ai envie de dire, il vous fait tourner une trentaine de modèles et il vous retourne le modèle qui est le plus adapté. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Le dernier point aussi, c'est le Data Warehouse Automation. Donc là, ça c'est pour pouvoir justement modéliser rapidement, on fait des data marts, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait de la business intelligence, d'une manière générale, le goulet d'étranglement, c'est sortir l'information et mettre à disposition l'information pour les utilisateurs. Le nerf de la guerre, tout ça, bien évidemment, c'est la donnée. Et donc, le dernier outil, c'est Global Data Excellence, une société suisse d'ailleurs qui fait ça, qui fait véritablement de la gouvernance de données, et je vais revenir sur ce sujet. La gouvernance de données, alors, c'est un sujet qui ne parle pas forcément toujours aux tripes en fait, des dirigeants, mais maintenant, finalement, au travers des littératures qu'on a l'occasion de lire et de voir, c'est qu'on se retrouve ce genre de phrases où on entend « c'est la donnée est un asset de l'entreprise ». Moi, j'aime bien être un peu, me faire l'avocat du diable en disant « la donnée, c'est un asset de l'entreprise ». Oui, mais pourquoi? Ou alors, la donnée apporte de la valeur à l'entreprise. Ok, la donnée apporte de la valeur à l'entreprise, mais comment elle apporte de la valeur? Ou alors, si d'une manière générale, les gens sont convaincus, on dit « ok, on va lancer un programme de gouvernance », puis on va se retourner vers l'IT en disant « bon, allez, on lance un programme de gouvernance et puis il y a des projets de MDM qui partent, mais avec quelle activité, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les priorités qu'on va vouloir gérer en premier. » Le cœur de tout ça, c'est finalement la valeur. Alors, j'appartiens à un groupe de travail en fait, qui est géré par le professeur Xavier Comtesse, et il y a à peu près une trentaine de sociétés en fait, qui contribuent à ce groupe de travail. Et ce que je voulais faire avec vous, c'était partager le résultat d'un travail qui avait été réalisé justement par le professeur Xavier Comtesse et Damien Kiosson sur la valeur et la valorisation, en fait, la chaîne de valeur de l'entreprise. Je sais que j'ai que 20 minutes, donc je vais être le plus court possible. Là, ce que vous retrouvez, c'est finalement la chaîne de valeur qui a été définie par Michael Porter dans les années 80 pour modéliser une entreprise. Dans les éléments verticaux, vous retrouvez l'ensemble des éléments qui sont toute la partie supply chain, le marketing et les ventes, et le service client. Et puis au-dessus, en horizontal, vous retrouvez l'ensemble des informations qu'on appelle les activités de support qui vous permettent justement de réaliser vos activités primaires, dans lesquelles on retrouve le procurement, la technologie, les ressources humaines et tout ce qui est infrastructure. Alors, lorsqu'on parle de valeur, finalement, si on applique ça, on va refaire toutes les formules. Donc, finalement, c'est les ventes moins l'ensemble des dépenses. À la fin, on va se retrouver avec la valeur des opérations. J'accélère un petit peu la chaîne, plus les valeurs des titres, et on se retrouve sur la valeur de l'entreprise. Maintenant,
si on essaye de rentrer finalement des informations ou des choses telles que la donnée ou les algorithmes dans cette chaîne de valeur des entreprises, finalement, comment on va la rentrer? La technologie également, vous voyez qu'elle est comme une activité de support, mais elle n'est pas, en tout cas dans cette chaîne-là, elle n'est pas considérée comme un élément qui va générer de la valeur pour l'entreprise. Pour avancer, pour vous donner un exemple finalement de ce que ça peut représenter, je pense que vous avez tous été à un moment donné sur Amazon pour aller chercher des livres, des CD ou peu importe. Et vous remarquez que vous avez toujours en fait des recommandations qui vous sont proposées. Lorsque vous faites un achat ou même lorsque vous êtes en train de regarder quelque chose, vous avez toujours cette recommandation. Si vous cliquez en fait sur une des recommandations qui est faite et que vous faites l'acquisition en fait d'un livre, par exemple, quelque part vous avez un transfert d'argent. C'est un transfert d'argent, en fait, il est basé sur le fait que vous avez eu des recommandations qui ont été faites au travers des algorithmes qui ont été mis en place, des données qui vous concernaient et des différentes segmentations qui avaient été faites. Et d'une certaine manière, cette recommandation et l'acquisition qui a été faite a, j'ai envie de dire, généré, contribué à la création de valeur pour l'entreprise. D'accord ? Donc là, ce que je vais vous présenter, alors c'est un draft, on est dans j'ai envie de dire, je partage dans un premier état finalement ce qui a été fait par l'équipe, c'est que on voit que par rapport à la chaîne de valeur de porteur, il y a des choses nouvelles et il y a des blocs nouveaux qui apparaissent. Et ces blocs nouveaux sont les business process qui sont gérés par la donnée, les data-driven business process. Et vous avez un deuxième bloc qui est les core data business, finalement, qui sont la gestion de la donnée d'une manière générale. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas le but du discours, mais là, ce que je voulais mettre en lumière par rapport à tout ça, c'est que si vous regardez en fait les parties ici du haut, alors je vais prendre, hop, celle-là, vous regardez ici, vous êtes sur l'offre de customisation des clients. C'est des choses qu'on reconnaît. Donc là, en fait, si vous prenez Amazon, vous retrouvez la recommandation. Donc là, vous êtes en train de fournir des services supplémentaires, finalement, à vos clients. La partie pricing dynamique, c'est quelque chose qu'on connaît. Si vous avez utilisé EasyJet, vous savez très bien qu'à la 3e ou 4e fois où vous allez regarder pour votre vol, le prix aura augmenté. On a ce genre de choses. Là, c'est par rapport, j'ai envie de dire, à justement la partie offre et vente. Donc vous êtes en train d'augmenter les revenus. Vous avez l'autre partie qui est finalement le customer support. Et là, c'est ce qu'on attend maintenant. Je ne sais pas, si vous téléphonez, moi si je téléphone à ma banque, j'attends en fait de la part de ma banque qu'elles soient en mesure de me donner des informations, de savoir quels sont l'ensemble des éléments et des transactions qui ont été faites, et d'avoir une vision complète de ma fiche client. C'est-à-dire que quand je téléphone, j'attends pas qu'elle me rappelle 2 jours après pour me dire qu'est-ce qui s'est passé ou m'apporter les informations que j'aurais cherchées. Là, sur ces éléments-là, on est en train d'ajouter de la valeur, en fait. Pour faire ces éléments-là, l'élément principal, c'est la donnée. C'est les compétences qu'il y a en dessous. Et ces compétences, finalement, qui sont par rapport à la donnée, elles se décomposent en 2 éléments. Soit vous êtes sur la donnée à proprement parler, donc comment vous intégrez de la donnée existante, comment vous allez gérer en fait cette donnée existante. Et le deuxième bloc, c'est finalement les algorithmes. Et si vous prenez les éléments distinctement, enfin chacun dans son unicité, vous retrouvez avec la donnée qui, elle, quelque part, c'est des informations qui sont dans une base de données, donc c'est quelque chose d'assez inerte. Si vous prenez les algorithmes, c'est des choses c'est un bel algorithme, mais s'il n'a pas des données de qualité et en quantité suffisante et complète, il ne pourra pas fonctionner et vous apporter en fait ce que vous attendez. Le dernier élément, c'est que vous avez des données, vous avez un bel algorithme, mais si vous ne l'avez pas couplé à un business process, vous n'apportez pas de valeur. Finalement, en fait, il faut que le résultat de ce couplage soit couplé, justement lié à un business process pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on voit en fait qu'avec ce genre de choses, on est soit en train d'offrir des services nouveaux à nos clients, et je parlais en fait de ces éléments-là, soit en fait, on peut en fait fournir le service identique, mais avec une autre manière de le faire. Uber est un bon exemple, c'est-à-dire qu'en termes de service, il va vous transporter d'un point A à un point B. Par contre, sur la manière de faire, on est totalement disruptif par rapport à ce qui se faisait avant. C'est ça, en fait, l'intérêt et le gros challenge. C'est-à-dire que
l'idée au travers de cette cartographie, c'est de se dire, ok, la donnée, c'est quelque chose, c'est souvent un sentiment assez diffus en disant que ça apporte la valeur, etc. Mais finalement, là, bah, vous avez une sorte de première cartographie qui va vous permettre de dire, ok, là, si je veux attaquer mon service client, bah, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je peux faire j'ai envie de dire, comme analyse ou comme service? Quels sont les services que je vais vouloir mettre en place pour mes clients? Pareil, en fait, pour la partie offre et vente. Et de la même manière, vous pouvez aussi optimiser vos processus, c'est-à-dire que si vous voulez augmenter la valeur, c'est soit vous augmentez les revenus, soit vous diminuez vos coûts. Si vous diminuez vos coûts, bah, si vous optimisez vos processus internes, vous êtes en capacité de diminuer vos coûts. Alors, il y avait un point intéressant en fait sur cette recherche également, puis après j'arrête en fait par rapport à ça, c'est que les early adopters, donc il y avait une analyse qui avait été faite en 2019 sur 400 sociétés aux États-Unis qui représentaient plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et sur la partie digital marketing, parce que quelque part, quand on est en train de parler de cette partie-là, ben, on est en train de parler de la digitalisation de votre entreprise, hein, indirectement. Ils s'étaient rendu compte que les early adopters avaient une augmentation de revenus de 30 à 35%. Donc ça veut dire qu'en fait, alors vous pouvez rester sur l'ancien modèle, ou alors il va falloir de toute manière avoir des modèles hybrides. Un autre élément qui était important aussi, qui avait été remonté par un banquier, qui disait on sent que la disruption elle est en train d'arriver. On voit les startups qui sortent de tous les coins en fait, qui sont en train de disrupter le marché. Mais à la fin de la journée, bah, la banque elle se porte très bien, on est profitable, on est rentable. Et en fait, il y a vraiment un sentiment de il faut faire quelque chose, mais il faut se lancer, et il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut voir ce qu'on veut faire. Alors, comment procéder? Bah, la gouvernance de données, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un cercle qui est assez, j'ai envie de dire, vous avez la stratégie, vous avez la qualité de données, vous avez le cycle de vie. Tous les éléments, en fait, sont interliés, interdépendants. Parce que l'idée, c'est un peu comme une boule. Par où vous allez commencer? Par quel élément, en fait, vous allez saisir? Et l'idée de parler de la gouvernance, c'est finalement de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, en général, c'est toujours partir par quels sont les objectifs stratégiques de mon organisation? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Faire de la gouvernance pour faire de la gouvernance n'a pas d'intérêt. Finalement, si on veut faire de la gouvernance, il faut qu'il y ait un objectif stratégique qu'on cherche à assouvir et à atteindre. Donc là, on a deuxièmement les exigences, les personnes qui sont en charge de ça, et puis quelles sont les données dont je vais avoir besoin pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est l'élément principal. L'autre point important, c'est la non-conformité. Donc, quand on est en train de parler de la non-conformité, finalement, ce qui ressort, c'est ok, quand on est en train de faire ce genre d'exercice, on va définir un certain nombre de règles et on va se dire mes données sont en conformité par rapport aux règles que j'ai définies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elles ne sont pas en règle? Si elles sont non conformes? L'idée, c'est d'identifier l'impact. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'impact, vous n'allez pas travailler sur vos données. Vous n'allez pas commencer à corriger en priorité ces informations. À l'inverse, si vous avez valorisé en fait l'impact de non-qualité, là, vous serez en mesure de pouvoir poser les priorités pour gérer les éléments que vous voulez traiter et gouverner. De l'autre manière, vous avez également aussi la possibilité, avec les corrections des données, la possibilité de dire, ok, maintenant, j'ai identifié ma non-conformité, il va falloir que j'identifie les personnes qui vont faire ces corrections de données. Et de cette manière-là, vous êtes en train de définir complètement le cercle en me disant, j'ai défini mes qualités, j'ai défini mes exigences, je définis qui vont être les personnes responsables en fait par rapport à ça et qui vont être les personnes qui vont corriger ces informations. L'idée à la fin est toujours d'optimiser la valeur métier que vous allez générer au sein de l'entreprise. Alors, les trois éléments, en fait, les trois piliers qui concernent tout ça sont justement la notion de gouverner par la valeur avec les trois piliers qui sont la business, les objectifs métiers, les règles et les régulations auxquelles vous êtes soumis, et bien entendu les données. Je vais accélérer pour ne pas être trop en retard. L'objectif étant, bien évidemment, d'aligner
les métiers avec les solutions IT. En fait, la problématique souvent qu'on rencontre, c'est que lorsqu'on veut lancer un chantier, on a des objectifs métiers et la réponse était une solution IT. Et on n'a pas forcément toujours l'alignement entre est-ce que la solution IT couvre exactement en fait, les objectifs métiers que je cherche à atteindre. Et donc l'idée, c'est d'organiser et d'exécuter avec justement les exigences, les besoins. Qu'est-ce que je veux? Je mesure ma conformité par rapport à ces besoins. Là, en fait, je vais évaluer l'impact métier. Alors, un point important aussi qui différencie cette notion de gouvernance par rapport à ces notions de master data, c'est que lorsque vous êtes sur du master data, vous allez préparer vos données de manière à pouvoir après les partager, et c'est assez rare que vous les fassiez redescendre. Surtout, vous allez mesurer la conformité par rapport aux règles que vous avez définies. J'ai envie de dire, ce qui est intéressant dans la gouvernance, c'est qu'en plus de cette conformité, vous allez pouvoir valoriser quel est l'impact de cette non-conformité. Ce qui va vous permettre de dire, ok, cette non-conformité n'a pas d'impact financier ou autre, n'a pas d'impact d'une manière générale par rapport à mes processus existants. Et du coup, ça vous permet d'être chirurgical sur les modifications en fait, que vous allez devoir apporter ou les corrections que vous allez devoir appliquer sur vos données. Alors ensuite, pour vous donner un petit peu, pour illustrer si on redescend dans le concret en fait, par rapport à tout ça, c'est sur le processus de qualité de données, quelles sont les conditions de succès? Quelles sont les questions qu'on peut se poser pour juste s'assurer qu'en fait, on est en train de partir on est sur la bonne voie? D'une manière générale, et d'autant plus si vous partez sur la digitalisation, est-ce que les données sont consommables à l'état? Est-ce que vous êtes obligé de les transformer ou pas? Si vous êtes en train de les transformer, ça veut dire que vous devez modifier vos processus. Les données sont fournies avec la temporalité requise, c'est-à-dire que là aussi, en général, les problèmes qu'on rencontre, c'est que lorsqu'un processus bloque, dans 80% des cas, c'est lié à un problème de qualité de données ou alors une donnée manquante. Est-ce que les données sont définies de manière objective? Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que lorsqu'on doit définir la qualité de la donnée, pour qu'on puisse définir une qualité de données, il faut qu'on ait les exigences pour pouvoir s'assurer qu'on est en conformité par rapport à ça. Et de manière pareille, de la même manière, vous avez la notion de permanente. Et là aussi, c'est assez intéressant que les besoins utilisateurs sont couverts de manière pérenne. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple avec les migrations de données. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en fait, de faire cet exercice. En général, lorsque vous faites une migration, vous prenez les informations d'un ancien système, vous mettez l'effort à ce moment-là de nettoyer vos informations pour l'ingérer dans votre nouveau système. Et lorsque vous faites à ce moment-là, si vous ne mettez pas en place le processus régulier de monitoring de vos données, à ce moment-là, en fait, naturellement, les données, la qualité de vos données va décliner avec le temps. Ensuite, lorsqu'on lance sur un projet, c'est plus un programme qu'un projet de gouvernance des données, vous avez en général l'aspect projet qui est excessivement important et qui vous permet d'initier finalement la gestion du changement au sein de l'entreprise. Mais après, vous avez, j'ai envie de dire, la notion d'opération, c'est-à-dire que de la même manière que on parlait tout à l'heure de DevSecOps, quelque part où en fait ça devient naturel et ça rentre naturellement en fait dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, la gouvernance de la donnée et la qualité doivent rentrer également dans l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire que les processus internes doivent être, j'ai envie de dire, doivent intégrer pleinement en fait cette dimension pour pouvoir la gérer. Donc c'est pas un one-shot, c'est véritablement un processus, une insertion dans l'ADN de l'entreprise pour justement garantir cette qualité de données. Juste pour finir, ce que je voulais finalement mettre en avant, c'est que la donnée, effectivement, peut et crée, en fait, en fonction des modèles métiers, crée de la valeur. Elle ne crée de la valeur que lorsqu'elle est couplée à un processus métier, bien évidemment. Et si en plus on rajoute la notion d'algorithme, en fait, qu'on le retrouve maintenant avec le machine learning et l'intelligence artificielle, on est encore plus en puissance pour justement créer cette valeur pour les entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je suis le rempart. Je suis juste le dernier rempart avant l'apéro, donc.
C'était clair? Je vous laisse la parole. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va arriver donc au message de conclusion, mais justement avant l'apéro, on avait dit qu'on voulait pas parler de Globase, mais quand même si un petit peu, parce qu'on a quelques changements à annoncer chez Globase. Voilà, donc le changement, c'est que peut-être vous avez vu que Globase a ouvert un bureau sur l'Arc lémanique à Morges. Donc nous sommes en train de nous développer sur l'Arc lémanique. Alors au-delà, je dirais, du bureau et d'un certain nombre de collaborateurs qui sont dans ce bureau, c'est aussi lié à ce qu'a évoqué Jean-Baptiste au tout début, à notre stratégie de développement où Globase va étendre ses compétences historiques avec de nouvelles compétences qui complètent celles aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de synergies. C'est quelque chose dont je ne vais pas le passer en détail, mais nous avons ici mis nos convictions. Donc ces convictions sont fortement orientées par les trends, les tendances actuelles de ces modèles qui sont un petit peu disruptifs et sur lesquels Globase va demain aussi apporter son expertise et sa compétence. Notre offre de service, de cette manière, s'étend aussi. Là, je vais marquer uniquement, je dirais, ce qui est complémentaire et les nouveaux axes sur l'offre de service. On a un axe qui est lié au CRM, relations clients, donc tout ce qui est le data marketing, principalement avec l'outil Salesforce. Toute la thématique de la data intelligence. Donc on est aussi fortement lié à ce que vient de nous mentionner, je dirais, Cédric. On retrouve exactement les blocs qu'il a mentionnés. Et puis tout ce qui est, je dirais, robot, RPA, donc automatisation. Donc là-dedans, nous avons aussi maintenant des compétences pour développer, soit de nouveaux marchés ou compléter les marchés que nous avons actuellement. Donc ces compétences sont surtout, je dirais, au jour d'aujourd'hui, des compétences au niveau de la stratégie de la donnée. Donc nous pouvons accompagner nos clients dans cette thématique-là. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, certes, nous n'avons pas encore, je dirais, toutes les compétences, y compris celles d'implémentation, mais cette notion de maîtriser la chaîne de valeur, l'approche stratégique, elle est bien présente chez Globase. Voilà, donc, comme on vous l'avait mentionné, et comme Cédric l'a encore répété, cette notion de l'importance de la donnée, nous en sommes aussi conscients. Et c'est vrai que historiquement, nous avons beaucoup de nos clients qui sont sur l'axe de l'assurance sociale, prévoyance sociale, avec un certain nombre de données, on va dire, extrêmement sensibles, mais aussi un volume de données extrêmement important. Et quelque part, dans le futur, nous allons pouvoir aussi accompagner nos clients dans cette notion de la valorisation, mais au sens noble du terme, de la donnée. Un petit mot sur la notion des robots. Donc là aussi, c'est une compétence que l'on a. Ce que l'on applique aussi chez Globase, et on l'a fait dans la transformation digitale, on l'a fait dans tout ce que vous avez vu, la méthodologie, etc., y compris aussi le map and match, par exemple, on s'applique d'abord tout à nous-mêmes. Donc avant d'aller vers nos clients, avant de leur dire on sait faire ça ou on maîtrise ça, on se l'applique chez Globase. Donc tout ce que vous avez vu aujourd'hui, quelque part, on l'a chez Globase, alors avec des degrés de maturité, on va dire, différents. Le map and match, ça fait 2 ans et demi. Il y a d'autres choses qui sont, on va dire, plus récentes, comme la gouvernance des données. Et puis au niveau des robots, c'est quelque chose que l'on s'applique aussi, entre autres, sur nos processus de soutien. Au niveau, on a un premier projet au niveau RH.
Voilà, ça nous fait travailler aussi avec un certain nombre de nouveaux partenaires. Donc, on a un certain nombre de partenaires, mais on les étend. Et là, vous voyez je dirais les deux partenaires principaux sur la partie CRM, data marketing et relations clients Salesforce, et UI5 pour la partie robot. Et nous avons la chance d'avoir les deux collaborateurs qui sont dans cette unité à Morges, qui sont avec nous. Vous pourrez échanger avec eux pendant l'apéritif qui suivra. Voilà. Donc en gros, un petit peu ce qui est nouveau, on va dire, chez Global, c'est vrai que la localisation purement jurassienne, on s'étend un petit peu en dehors du canton du Jura. Voilà. Et maintenant vient justement l'heure du lunch, mais encore juste avant ça, peut-être nous allons remercier les intervenants de ce jour en leur offrant un petit présent qui lui est bien jurassien. Avec, oui. Ça c'est pour Laurent. Et puis Chantal, vous avez déjà le mot, hein? Voilà, en remerciant sincèrement nos intervenants de ce jour, en vous remerciant de votre participation et de votre intérêt, la séance ou la partie récréative, on va dire, continue, c'est juste dans la salle à côté, et vous êtes cordialement conviés à un apéro riche, comme on appelle ça, et puis on pourra encore continuer d'échanger sur les thématiques ou sur d'autres thématiques. Merci beaucoup de votre participation.